C'est bon? Ok, D'accord. ok. Donc, euh, nous sommes actuellement, on va dire, presque une dizaine de personnes. Donc, encore une fois, bonjour à tout le monde. Merci d'avoir répondu présent, on va dire, donc, à ce réel, à ce premier réel talk donc, de la CNCG de Lomé. Personnellement, je suis Denis Orviac Pagnonité, donc co-organisateur de cette communauté. Et nous avons donc l'honneur de recevoir M. Drummond Paou, qui est consultant DevOps et qui sera donc chargé de nous faire cette présentation sur Docker et donc la containerisation. Donc, je lui laisse sans plus tarder la parole. Donc, il va se présenter et nous faire la présentation donc, de ce fameux outil qui est Docker. Merci. Je vais activer ma vidéo et je vais reprendre le partage. Être. Ok. Je sais pas si on démarre en même temps ou on attend un peu plus de monde. Bon, je À pense que toi de voir. les gens continuent de venir, donc on peut commencer. Et puis après, la session elle est enregistrée, donc elle sera republiée sur notre compte YouTube. Donc après, pour les personnes qui ont raté le début, elles pourraient suivre facilement. Ok, ça marche. Donc, rebonjour, rebonsoir à tout le monde. Donc, et bienvenue à cette présentation sur Docker. Euh, tac. Ok, donc je vais commencer quand même par une slide pour me présenter. Donc moi, c'est Drummond Okfaoul. Je suis ingénieur plateforme et j'interviens sur les problématiques de DevOps, DevSecOps surtout. Euh, j'ai un parcours assez classique. J'ai fait ma licence en maths info à l'UKO, UIT de Lomé, et j'ai 5 ans d'expérience. Donc j'ai fait un bac togolais, j'ai fait l'UKO ensuite, et après j'ai fait un autre cursus, et maintenant je travaille comme ingénieur plateforme. De base, j'ai fait un parcours plutôt axé développement pour finir un peu dans tout ce qui est infrastructure. Donc, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn. Je suis pas très fréquent ou très actif, comme on dit, ou sur GitHub où je ne suis pas non plus très actif. Ok. Dans le chat, j'aimerais qu'on fasse un petit jeu parce que j'ai pas prévu de sondage pour la présentation. Donc, je sais pas si vous avez la possibilité de lever la main. Ça va me donner un peu une idée enfin, de voir si déjà vous pouvez répondre à quelques questions en levant la main et si je peux faire quelques sondages comme ça. Est-ce que vous pouvez essayer de lever la main avec... Bon, moi, je fais ça. Je sais pas si ça apparaît chez vous. Non, on va Oui, ça pas... s'apparaît quand tu lèves la main. Ça apparaît plutôt. Et pour les autres, j'ai pas. Je vais voir. Est-ce que Hum, c'est sur une autre vue qu'il faut voir ça? Alors, je crois que tu as la session chat, normalement, qui te permet d'avoir des retours. Tu peux directement poser des questions ou parler avec Ok, tout le monde là-bas. ok, on va faire ça alors. On va faire ça. Bon, concernant le public, je vois qu'on est 11. Enfin, ceux qui sont étudiants, est-ce qu'ils peuvent déjà commencer par lever la main, étudiant d'abord, ou dire oui dans le chat? Bon, il n'y a pas beaucoup d'étudiants. Et du coup, professionnel, c'est étudiant, ok. COSEL est étudiant. Et professionnel, donc ceux qui ont déjà terminé, gradué, tout qui travaillent déjà. Pro, ok. Ok. Euh, des utilisations quotidiennes de Docker, ou enfin, on va dire une fois en passant. Ou pas du tout, hein, ça peut être normal aussi de ne pas utiliser Docker. Pas du tout. Ok. Utilisation quotidienne. Ah, on va avoir de bons échanges alors. Bon, on va commencer par un atelier. On va commencer par un atelier. Bon,
Je suis allé un peu trop vite. Commencer par un atelier que je trouve sympa à faire. On va prendre un chronomètre. euh, chronomètre. Bon, ça, c'est surtout pour ceux qui débutent sur Docker, hein. L'idée de cet atelier, en tout cas de ce premier atelier, c'est de réellement voir quel est l'intérêt de Docker en termes de commandes. Donc, le challenge, c'est celui-ci. On va essayer de déployer une nouvelle base de données. On va essayer de déployer une nouvelle base de données et pour ce faire, on va se mettre quelques contraintes. C'est on va récupérer le temps que ça nous prendra, forcément. Mais à côté, on va aussi utiliser Google, parce que c'est plus simple. Donc, tac. Donc ça, c'est le tuto pour installer une nouvelle base de données, Postgre, bon, de préférence Postgre, parce qu'on ne va pas essayer de corser le truc un peu plus. Et on va démarrer le chrono. Donc l'idée, hein, c'est d'installer une base de données Postgre sur cette VM-là, très rapidement. Euh, je ne sais pas si au niveau de la police, vous voyez bien où il faut que j'augmente la police du terminal. Bon, je suppose que c'est c'est pas mal. Là, comme ça, je pense que c'est plutôt gros, hein, j'arrive à voir. Donc, je vais lancer le chronomètre. Donc, le tuto dit, alors, déjà, bon, il faut installer Postgre command avec sudo. Sudo apt. Donc ça, c'est la première commande. Il me demande mon mot de passe. Est-ce que je m'en souviens? Ok, yes, c'est bon. Ensuite, il me demande de jouer ce petit script. Il me demande de jouer ce petit script. Euh, qui dit machin, machin, machin. On peut tout continue. Donc là, normalement, ça configure. Je ne sais pas trop ce que ça configure. Ok, ça a configuré les repos sources. Et là, je dois installer ceci. Bon, je pense que j'ai déjà quand même ce truc-là sur cette nouvelle VM. Donc, je l'installe. Ça aussi. Ça aussi. Bon, c'est un peu automatique, hein. Je déroule le tuto. Je ne suis pas vraiment à lire les commandes, c'est sur le site officiel. Ok, j'ai une première erreur. Donc, voilà. Est-ce que je vais arriver à installer Postgre à la fin? On verra bien. Je vais quand même avec l'erreur. Donc, il n'a pas retrouvé le paquet. Donc, il faut que je commence par débugger là. On va voir le temps que ça m'a pris. Ça m'a pris 1 minute 40, voire 1 minute 45 secondes. Donc, ça, c'est plutôt OK. Donc, là, j'ai fait 1 minute 45 secondes sur l'exercice. Je n'ai pas pu l'installer. Je n'ai pas lu les erreurs, mais je n'ai pas pu installer Docker. Pardon, j'ai pas pu installer mon serveur de base de données Postgre après 1 minute 45 secondes passées dessus. Maintenant, on va faire le même exercice avec Docker, juste pour donner un appétit, une entrée en bouche sur l'outil. Je vais essayer de lancer un serveur Postgre avec Docker. Donc, la commande, c'est docker run p, run-p. Je vais prendre le port de base, hein, c'est code 32. Et ensuite, ça va paraître un peu comme du charabia pour ceux qui ne connaissent pas encore Docker. On ne va pas mettre de name. Et je vais prendre directement le nom de l'image. Tac. J'ai un système ARM, bon, 64. Je vais vite, je tape à la main, plus fiable. Ok. Je n'ai pas précisé. Donc, il me demande un mot de passe pour mon serveur de base de données.
ce qui est tout à fait normal. Et je vais lui donner un mot de passe maintenant. Donc, je lui dis le mot de passe, ça sera my password. Donc là, on a fait, je ne sais pas, peut-être 30 secondes sur le fait que je tape parce que je n'ai pas fait de copier-coller. Mais là, on a un serveur de base de données qui est disponible et on a un serveur PostgreSQL qui est disponible, qui est lancé. Donc, ça a pris peut-être 45 secondes hein, en réalité. Mais voilà un peu la différence. Donc, rapidement, avec Docker, ce dont on peut se rendre compte, c'est que on peut lancer quand même des applications de façon très rapide en ne s'inquiétant pas de l'environnement sur lequel on le lance, en évitant de faire beaucoup de commandes. Donc ce petit TP ou ce petit atelier, c'est une mise en bouche des possibilités de Docker. On va faire un autre atelier qui est, lui, un peu plus drôle pour voir un peu l'étendue de ce qu'on peut lancer comme application avec Docker. Donc, on peut lancer à peu près tout ce qu'on veut avec Docker. Donc j'ai prévu un second truc qui est plutôt intéressant, ou on va dire drôle. Je sais pas si certains dans le public se souviennent de Contra. C'était un jeu vidéo qu'on jouait sur des je me souviens plus, sur des lecteurs DVD, VCD ou un truc comme ça. Et ça s'appelait Contra à l'époque. J'ai retrouvé une version de ce jeu-là et je l'ai lancé en mode Docker. Donc c'est drôle. On dit G. Et donc là, c'est le Docker que je viens de lancer avec cette commande-là, plus l'image qui récupère. Et c'est encore plus drôle parce que c'est comme s'il fallait insérer le CD. Donc j'ai téléchargé le CD aussi. Et on va voir si ça démarre. Et top. Donc là, je suis en train de jouer à Contra sur navigateur. Bon, je vais choisir un, un peu l'eau. Et là, je crois que je tire avec W et je saute avec X. Voilà, lui, je l'ai eu. Allez, c'est drôle, hein. Ah merde, je me suis fait avoir. Bon, fin de l'atelier. Je me suis fait avoir. Donc, on revient sur la présentation, un peu plus sérieuse cette fois-ci. Tac. Donc voilà. Donc ce premier atelier, c'était quand même, l'idée, c'est quand même de vous montrer euh, ce qu'on peut lancer avec Docker, jusqu'à où ça va. Donc j'ai lancé un serveur de base de données, j'ai lancé un jeu, je peux lancer quasiment tout, mais l'idée quand même de cette présentation, c'est d'aller plus loin et de voir les cas d'usage de Docker. Mais le but, c'est quand même pas de faire une présentation technique c'est quand même pas de faire une présentation technique sur ce qu'est Docker en lui-même ou comment utiliser Docker, parce que je pense que dans dans la littérature ou sur les tutos, on montre assez déjà comment Docker fonctionne avec les Docker Run ou Docker Image, tout ça. Donc le but, c'est vraiment pas de vous étaler une présentation de Docker, de l'outil même, mais c'est de vraiment aller à l'intérieur et de voir comment Docker a été conçu. De voir comment Docker a été conçu et éventuellement de revisiter certaines notions Linux qui, ma foi, sont très importantes pour Docker et les conteneurs, parce que aujourd'hui il y a un certain abus de langage dessus. Bon, déjà, on va commencer par revenir sur des notions de base, hein, j'ai envie de dire, comme le bare metal ou les machines virtuelles. Donc, VMS, donc, pour Virtual Machines. Donc, c'est quoi le bare metal? Donc, le bare metal, c'est en fait la machine que vous avez chez vous, ou c'est aussi les machines qu'on utilise souvent dans on va dire, dans les data centers. Donc, c'est de grosses bécanes où vous avez directement accès à votre hardware avec le CPU, la mémoire, le disque et le network. Donc, c'est vous qui gérez tout. C'est comme votre machine. Et dessus, vous installez le système d'opération, enfin, l'operating system, donc l'OS. Donc, vous installez l'OS qui vient forcément avec un kernel, surtout pour les OS Linux, qui vient avec un kernel et par-dessus, vous installez tout ce qui est software.
Ça, ce modèle, il est assez intéressant parce que c'est l'un des plus répandus aujourd'hui. Euh, Tout le monde a quand même une machine. Et sur cette machine-là, vous installez souvent un OS. Je ne sais pas si quelqu'un utilise sa machine sans son OS. Mais il y a un autre système aussi qu'on a quand même quelquefois utilisé qui est le système des VM. Donc, les VM, en gros, c'est un OS dans un OS. Donc, c'est une machine dans une machine. Donc, vous avez déjà votre hardware, donc votre bare metal, et dessus, vous installez en premier un hyperviseur. Et l'hyperviseur va venir simuler tout le hardware pour cet OS-là. Donc, en gros, l'hyperviseur, son rôle, c'est de dire, bah, en fait, je vais simuler le CPU pour cette machine-là. Donc, vous pouvez fragmenter le CPU en plusieurs vCPU pour la machine virtuelle. Vous pouvez fragmenter la mémoire pour la machine virtuelle. Donc, sur ce bare metal, je peux installer plusieurs machines virtuelles, mais ça a un coût. L'hyperviseur va simuler et donc l'hyperviseur consomme déjà pas mal pour pouvoir simuler tout ça. Donc ça a un coût qui est quand même assez important et rationnellement, j'ai un nombre limité de machines virtuelles que je peux lancer sur une machine en bare metal. Donc, le gaspillage ici, c'est la slide d'après, c'est que la consommation en ressources est très élevée parce qu'à chaque fois, on resimule tout l'OS d'abord. Donc, on resimule la partie hardware. Et donc, ça a un coût quand même assez élevé. Et derrière, la portabilité est quand même compliquée. Il y a plusieurs hyperviseurs. Donc, dans la slide d'en haut, on a vu qu'il y avait un hyperviseur ici. Donc, il y a plusieurs types d'hyperviseurs. Donc, il y a VMware, VirtualBox, Hyper-V, et tous ces hyperviseurs fonctionnent de façon très différente, ce qui fait que la portabilité d'une VM en soi est super compliquée. Et en dernier recours, on a la redondance de l'image, c'est-à-dire que pour chaque VM qui est lancée, bah, il y a une image à aller chercher et cette image-là, elle est réinstallée à chaque fois, qui pèse quand même quelques gigas. Donc ce sont les contraintes des VM. Et pour pallier à cette contrainte-là, peu à peu, on a vu l'apparition de différents systèmes, notamment la containerisation. On n'est pas arrivé à la containerisation du jour au lendemain. Donc, il y a eu une certaine évolution, en fait, pour arriver à ce qu'on connaît aujourd'hui comme étant les conteneurs Docker. Mais ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a eu quand même quelques étapes clés, ou on va dire quelques étapes cruciales pour la création ou la menée des conteneurs. Donc, il faut différencier très tôt ce qu'est un conteneur de ce qu'est Docker, parce que tous les conteneurs ne sont pas des conteneurs Docker. On verra ça par la suite. Donc, on a des conteneurs qui sont produits par d'autres éléments, mais tous les conteneurs ne sont pas des conteneurs Docker. Donc, Docker est apparu, enfin, où la première release de Docker intervient en 2013, mais l'histoire en elle-même, elle a commencé en 1970. En 1970 avec Ken Thompson, qui est le créateur de Unix, Je ne sais pas si c'est un name dropping. Mais donc, Ken Thompson, qui est le créateur d'Unix, bon, l'histoire, hein, elle est assez typique. C'est qu'aujourd'hui, personne ne se demande comment les gens faisaient avant pour tester leur programme avant d'aller en production. Mais à l'époque où les VM étaient en tout cas, les machines étaient des grosses machines qui restaient dans des entrepôts pour à peine 500 mégas de mémoire, ou c'était même pas des mégas, c'était des kilobits à l'époque. On se demande pas comment ils faisaient pour tester avant d'arriver en production. Effectivement, il y avait du testing déjà à l'époque, mais on ne dupliquait pas les machines qui faisaient des entrepôts juste pour faire du testing. Aujourd'hui, quand même, avec l'évolution, on a quand même la possibilité d'avoir deux machines pour tester, une autre machine pour la production. Mais à l'époque, c'était compliqué. Donc, Ken Thompson, qui est le créateur de Unix, a réfléchi premièrement à un premier système qui s'appelle chroot, qui lui permet de modifier la racine d'exécution d'un processus. Et le fait d'utiliser chroot permet d'isoler l'exécution de ce processus-là
d'un autre processus qui tourne, ou en tout cas le répertoire racine d'exécution de ce processus-là. Donc ça, c'est apparu en 1979 euh, et ça a fait son bout de chemin jusqu'en 2000-2002, où les besoins d'isolation étaient encore plus importants. Et donc est apparu à cette époque-là les namespaces, donc qui sont des systèmes d'isolation de vue. Donc on a différents types de namespaces, on verra ça par la suite. Mais l'idée d'un namespace, c'est de pouvoir isoler un processus ou des ressources réseau qui tournent sur une machine. On peut avoir de l'isolation processus, de l'isolation réseau, de l'isolation au niveau des users et aussi de l'isolation au niveau du système de fichiers. Donc, ça, c'est apparu autour de 2002. Et donc, l'intégration au kernel Linux s'est fait autour de 2012. Hein. Enfin, la première intégration concrète de namespace s'est fait autour de 2012, si je ne me trompe pas. Et après 2022, après 2002, où on avait maintenant l'isolation par process, on a eu en 2006 la création des C-groupes, qui, elle, a été impulsée par Google. Dans la chart release de ces groupes, il y avait beaucoup de Googlers, comme on dit, qui, eux, se sont occupés, enfin, qui, eux, utilisaient déjà ce système-là, donc qui est un système de contrôle de ressources, qui utilisait ce système pour Björk. Ouais, c'est Björk. Non, c'est pas Björk. C'est pas Björk, c'est Borg, pardon. Donc, qui est Borg? Et Borg, en gros, c'est un Kubernetes avant l'heure, si on veut résumer le propos. Mais en gros, les C-groupes, l'idée des C-groupes, c'est de pouvoir contrôler combien un process consomme. En gros, aujourd'hui, on a des VM. Lorsqu'on fait du setup de VM, on peut décider euh, d'allouer à cette VM-là un CPU, deux CPU, 3 gigas de mémoire RAM, et ainsi de suite. Donc, l'idée de ces groupes, c'est de pouvoir, sur un kernel Linux, setter des limites ou des quotas à un processus donné. Donc, on crée le processus et derrière, on lui set des quotas. Euh, donc, suite à l'apparition de ces groupes, hein, donc ces deux notions très importantes, les namespaces et les C-groupes, on a eu la première release de Docker juste après l'intégration effective de ces fonctionnalités dans le kernel Linux. Donc, la première release de Docker a eu lieu en 2013. Hein. Après, il y a eu une entreprise, je crois, qui a tenté de faire de la containerisation un peu comme Docker avant, en 2012, mais qui a échoué. Et Docker a quand même réussi en 2013 à faire une première release et devenir le produit populaire qu'il est aujourd'hui. Voilà. Je ne sais pas s'il y a déjà des questions à cette partie-là. Sinon, on peut avancer dessus. Voilà les questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Hein. Donc, j'ai le chat qui est juste en face de moi. Donc, je pense que je ne manquerai pas. Non, ça va, ok. Allez. Donc, sur un conteneur, donc on va voir ce qu'est un conteneur de façon plus détaillée. En gros, j'ai repris un peu le schéma qu'on avait vu au niveau du bare metal. Donc, on a toujours la partie hardware, donc mémoire, CPU, hard drive et le kernel du système opérant qui est à disposition. Et donc, en fait, les conteneurs, c'est des process qui tournent directement sur le système d'opération, donc qui tourne directement sur l'OS. Donc on peut brancher plusieurs conteneurs sans avoir besoin d'hyperviseur. Cette fois-ci, il y a la couche hyperviseur qui a disparu parce qu'on n'en a pas besoin pour les conteneurs. Donc l'implication directe, hein, c'est le gain en ressources qu'on gagne. Donc, je peux lancer nettement plus de conteneurs sur ce bare metal-là en utilisant moins de ressources hardware. Donc derrière, parce que derrière, je n'ai pas besoin de resimuler tout ce qui est hardware, je n'ai pas besoin de resimuler tout ce qui est CPU ou hard drive et tout ça. Donc je travaille directement sur le kernel avec un processus, mais un processus qui reste isolé. Donc c'est un conteneur et mon processus ne voit que ce qu'il a le droit de voir.
en utilisant bien sûr le système de namespace et de ces groupes. Donc, les namespaces sont là pour accorder une certaine vue, un certain environnement bien cadré. Et ces groupes sont là pour rationaliser les ressources qui sont à disposition. Qu'est-ce qu'il faut rajouter? Il faut rajouter aussi la notion de container engine. Container Engine pour gestionnaire, hein, finalement, c'est l'engine qui va vous permettre de gérer tous ces conteneurs-là. On verra en détail de quoi est composé le Container Engine. Il y a plusieurs composantes à l'intérieur, mais l'idée du Container Engine, c'est de pouvoir contrôler ou de pouvoir effectuer les actions nécessaires pour solliciter le kernel, parce que entre le conteneur et le kernel, il y a des interactions qui sont constantes. Donc, le container engine entre en jeu pour effectuer ces genres d'actions-là. Alors, bon, l'idée de ces slides qui vont arriver, c'est vraiment de parcourir les notions de plus près. Je pense que je vais, en fonction des questions qu'il y aura, je vais faire des allers-retours sur, sur le terminal. Et donc, on va aborder maintenant la notion de namespace. Donc, derrière les namespaces, comme je le disais, c'est une façon d'isoler, donc c'est une façon de cloisonner, mais de façon très étanche, les process qui sont en cours. Donc, sur un process donné, on peut utiliser les namespaces pour isoler le système de fichiers. Donc, en gros, c'est lui dire, en fait, lors de ton exécution, toi, tu ne dois t'exécuter peut-être uniquement sur un dossier donné. Donc, ça peut être sur un slash data, par exemple. On peut isoler la partie réseau et reconstruire un peu, la partie réseau. On peut aussi isoler le système de fichiers de façon à avoir des permissions sur un user donné. Donc, en gros, c'est redéfinir son système de user. Par exemple, j'ai un user sur ma machine. Je peux décider qu'à l'intérieur de mon process, le user soit différent ou que les users qui soient disponibles soient différents. Donc, il y a quand même plusieurs systèmes plusieurs types de namespace. La commande principale pour lister ces namespaces-là, c'est celle-ci. Donc là, on a directement la liste de tous les process qui sont isolés sur certains namespaces d'une façon ou d'une autre, hein. Ça, c'est le type. Donc, je disais qu'il y avait plusieurs types, user, IPC, net. Je crois qu'il y a MNT aussi. Non, MNT, voilà, MNT, oui. Il y a MNT aussi. Et donc, ça, c'est la liste de tous mes namespaces qui sont en cours actuellement. Donc, on peut décider de créer un nouveau namespace. La commande pour le faire, c'est unshare. Donc, euh, la commande pour le faire, c'est unshare. Donc, ça permet de créer un nouveau namespace avec l'argumentaire qui va avec, hein. En gros, je peux préciser les arguments pour... voilà, c'était pas mal de choses. On va faire un petit test qui peut être intéressant. Donc, c'est celui-ci. Euh, Ok. Je vais lister l'ensemble des process que j'ai sur ma machine actuellement. Donc, ça, c'est l'ensemble des process que j'ai sur ma machine, qui tournent sur cette machine. Donc, l'idée derrière, c'est de créer un namespace pour vous montrer à quel point c'est isolé de l'ensemble des autres process. Donc, je vais créer un process, je vais créer un namespace qui va me donner un accès bash. Donc, je vais utiliser la commande unshare. Ensuite, je vais dire que c'est un fork et je vais dire le type PID, si UTC. Et là, la commande qui va être exécutée. Donc, bon, il faut un accès sudo.
Ensuite, la commande unshare, comme je venais de lister. Ensuite, ça, c'est l'argument pour dire que c'est un fork. Il y a un autre type que fork, mais on va pas s'attarder dessus. Mon mot de passe. Donc là, il m'a créé un process, enfin, il m'a créé un namespace avec le process avec Bash dans un environnement cloisonné. Et là, si je refais le même tiret PSOX comme tout à l'heure, on voit que là, la vue, elle est plus restreinte. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit en fait que le process que je viens de lancer Bash comme étant le process PID 1 et il n'a plus accès à tous les autres process. Donc, votre conteneur, quand vous le lancez, fonctionne à peu près pareil. C'est d'ailleurs pourquoi c'est un des systèmes les plus cloisonnés, enfin en tout cas cloisonnés de façon intéressante. C'est que là, le namespace que j'ai créé n'a qu'une vue restreinte en fait sur tout le reste de la machine. C'est un peu comme la VM. La VM, quand vous la lancez, c'est effectivement cloisonné. Donc vous voyez que ce qui tourne euh, sur votre VM, vous ne voyez pas ce qui tourne sur la machine haute. Mais derrière, avec le conteneur, on a quasiment le même fonctionnement. C'est sur la même machine, on n'a pas eu besoin d'hyperviseur, on a juste utilisé les fonctionnalités du kernel Linux qui est namespace. On a créé un namespace et ce namespace-là, il est cloisonné. Il voit enfin, à l'intérieur de ces namespaces, on a des fonctionnalités restreintes. Euh, Est-ce qu'il y a des questions dessus? On peut prendre du temps, hein, je pense qu'on est assez large. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. OK. On passe au C-group. Et C-group aussi, c'est une notion super intéressante. Et C-group, c'est vraiment une notion super intéressante. Je sais pas, j'attends un peu pour les questions. Non? Ok, on y va. Donc là, on passe sur... juste une seconde. Donc, on passe sur les C-groupes. J'étais là. Diaporama. Ok, donc les C-groupes, en gros, c'est ce qui permet de définir ce que le système peut consommer. En gros, ce que le process que vous avez défini peut consommer exactement. Euh, c'est intéressant parce que ça me permet de fixer des minimums et des maximums pour tout ce qui est ressources CPU et ressources mémoire. Euh, Ça, d'une part, ça, ça permet de dire, en gros, au process, tu vas consommer maximum 1 giga. Si tu consommes plus d'1 giga, je vais te faire un kill. En gros, je vais te faire un out of memory et tu seras killé. Ça permet de dire, en fait, toi, je te réserve minimum 512 mégas, par exemple, pour que tu puisses tourner. Et après, je te réserve peut-être au maximum 2 gigas. Donc, en gros, c'est ce que les namespaces, les C-groupes permettent de faire. Il y a plusieurs types de C-groupes aussi. Donc, en gros, on peut, comme je disais, limiter la partie CPU, limiter la partie mémoire, mais aussi on peut agir sur différents autres éléments, notamment les I/O, notamment aussi, je crois, le système de fichiers qui, lui, va permettre de limiter, en gros, hein, c'est vraiment une police qui permet de limiter les actions qui sont faites. Euh, on peut aussi, à ce niveau, faire de l'exploration. Donc, sur Linux, hein, le, le, le répertoire qui contient... Bon, déjà, je vais sortir de mon process parce que là, j'étais dans le... Je vais sortir du namespace où j'étais. Euh, Là, je vais partir en sudo, ça va être plus simple pour moi. Donc, l'ensemble de ces groupes sur ma machine
est disponible dans ce répertoire-là. Donc, ces groupes. Et donc là, j'ai l'ensemble des C-groupes qui sont définis. Donc, il y a à la fois les C-groupes qui sont définis pour mon user à moi, et donc pour les processus qui sont à moi, et aussi pour les processus que j'ai créés sur la machine. Donc, vous pouvez aussi, via les C-groupes, dire en gros à votre processus Firefox, en gros, toi, tu vas consommer maximum 2 gigas sur ma machine. Donc, c'est une façon de le faire manuellement, de façon correcte sur un kernel Linux, par exemple, ou un kernel Linux. Donc, je vais aller dans System Slice et on va se rappeler du jeu que j'ai lancé. En gros, ça s'appelle RetroAssembly et on va récupérer ce tidy-là. Donc ça, c'est l'ensemble ici sur System Slice, c'est l'ensemble des limitations qui sont fixées. Si je ne me trompe pas, est-ce qu'il y en a assez? Je n'en vois pas assez. Oui, ok, c'est l'ensemble des limitations qui sont fixées. En gros, quand je dis limitation, c'est les définitions de ces groupes qui sont setés sur cette machine-là. Je vais faire. Donc là, je vais faire maintenant un ls grep le chiffre qu'on a vu. Et donc, effectivement, il y a un répertoire. Pardon, il y a un répertoire dans lequel il y a tous les C-groupes qui sont définis pour le Docker que j'ai lancé, donc pour le conteneur que j'ai lancé. Donc, je vais aller regarder ce qu'il y a dans ce conteneur-là. Et donc, là, on peut voir rapidement qu'il y a pas mal d'informations ou pas mal de petits fichiers, notamment memory pressure, notamment memory max, et on va voir ce que ça dit. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans memory max, par exemple? Donc, je fais un cut, et là, dans le cut, il dit max. Donc, qu'est-ce que ça veut dire implicitement? Ça veut dire, en gros, en termes de limitation maximum pour la mémoire, tu peux aller jusqu'au max disponible. Je peux aussi regarder memory.low, pardon, et il dit 0. Donc, en gros, le minimum qui est accordé, c'est 0. Donc, ça veut dire s'il y a 0 de dispo. Enfin, tu peux commencer à partir de 0, c'est pas un problème. C'est une notion de minimum, en gros. Qu'est-ce qu'on peut regarder d'autre d'assez intéressant? Je pense qu'on peut regarder CPU stat. CPU stat, c'est toujours intéressant à regarder. Voilà. CPU stat qui, lui, référence l'usage, en fait. L'usage, il y a aussi CPU max. Bon, CPU 7, je pense que ça, on va pouvoir peut-être s'en passer. Mais voilà. Donc, pour chaque processus, ce qu'il faut noter en fait sur ces groupes, c'est que pour chaque processus système, vous pouvez setter des limites et les limites, elles passent par les C-groupes. Donc, c'est la façon de le faire sur Linux qui est la plus pro-efficiente, en tout cas, c'est l'une de celles que je note comme étant les plus pro-efficientes sur Linux. Donc, c'est une notion qui entre en jeu dans la construction des conteneurs et qui, ma foi, est super importante parce que sans ça, on n'aurait pas le système de containerisation qu'on a aujourd'hui. Donc ça, c'était pour les C-groupes. Je ne sais pas s'il y a des questions là-dessus aussi. Bon, les slides, c'est presque terminé. On va revenir sur les slides. Et après, on va peut-être faire quelques commandes. Celle-ci, on va passer rapidement parce que ça a déjà été... Enfin, j'ai déjà montré à peu près ce que ça faisait. Donc, c'est la commande onshare pour créer un namespace. Donc, les questions ont commencé. Je sais pas. Non, c'était pas une question. Bizarre. J'ai vu apparaître les questions ont commencé. Donc, la commande onshare. La commande onshare, donc ça, on a fait. Donc, on va regarder un peu plus en détail l'architecture de Docker. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que Docker, c'est un projet open source dont le but est de vulgariser les conteneurs
Linux. Donc, on a vu c'était qu'un conteneur. Donc, en gros, c'est un process qui est isolé via via les mécanismes de namespace et de ces groupes, plus d'autres mécanismes, hein. Mais la définition à retenir, c'est ça, c'est que c'est un processus isolé sur votre machine avec les mécanismes de namespace et de ces groupes. Maintenant, Docker, c'est un projet à la base qui permet de vulgariser le lancement des conteneurs, des conteneurs Linux, parce que bon, venir sur votre machine et faire des unshare, tout ça, et aller setter à la main directement les C groupes, donc dans les fichiers qu'on a vus, ou via autre chose, c'est quand même un peu compliqué. Donc Docker, le but, c'est vraiment de vulgariser la création de ces conteneurs-là. Donc, pour ce faire, ils ont mis en place une certaine architecture. Bon, elle a beaucoup évolué par rapport au départ, hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça ne ressemble pas trop à ce qu'il y avait au départ. On va prendre du haut en bas, donc Docker Client. Docker Client, c'est la CLI qu'on a pu voir dans la première partie où je faisais des commandes avec Docker Run, par exemple. Docker Run ou Docker Pull, tout ça. C'est vraiment la CLI qui s'appelle Docker Client. Donc, avec cette CLI, il y a un daemon Docker. Lui qui va gérer les objets Docker. Donc, le but, c'est derrière de pouvoir gérer tout ce qui est networking, si je ne me trompe pas, oui, tout ce qui est networking et tout ce qui est objet annexe de Docker. Donc, cet élément-là, il est super important sur Linux. Je crois que le service Docker s'appelle Dockerd, s'il n'a pas changé. Euh, Système, c'était le status Dockerd. Non, c'est pas containerd. Ok, c'est plutôt containerd bad. Donc c'est plutôt containerd qui est en service. Bon. Euh, Donc le démon de Docker qui lui est, comme je disais, permet de gérer les objets Docker. Et il y a containerd. Containerd, c'est le service qu'on vient de voir que je sollicitais, qui lui gère le runtime. Donc c'est quoi le runtime? Le runtime, euh, en gros, c'est le conteneur qui tourne, la façon dont il interagit avec les systèmes bash, les systèmes, enfin, le système bas de mon kernel Linux, c'est containerd qui gère toute cette partie-là. Donc, c'est le superviseur du runtime, il vérifie que mon conteneur tourne, il met à jour le statut de mon conteneur et ainsi de suite. Euh, il y a un autre élément qui est pour moi l'un des plus importants, c'est runC. runC, c'est vraiment l'exécutant bas niveau. C'est lui qui discute directement avec le kernel et qui envoie les commandes syscall à votre kernel. Et derrière, c'est le kernel qui gère effectivement tout ce qui est cgroup et namespace. Donc, de base en haut, si je voudrais refaire tout le schéma de base en haut cette fois-ci, donc on a d'abord le kernel. Premièrement, on a runC. runC, c'est vraiment une commande, c'est aussi une CLI qui est disponible directement dans le terminal, hein. Si je fais encore le parallèle, vous avez runC. Donc runC, lui, va vous permettre d'exécuter des commandes directement ou des instructions, va vous permettre de jouer directement des instructions sur le kernel, enfin, de le solliciter directement pour créer et autres. Donc, c'est vraiment l'exécutant bas niveau pour créer tout ce qui est namespace et tout ça. Donc, lui, il faut le voir vraiment comme un exécutant bas niveau. Quelle que soit la technologie, que ce soit Docker ou d'autres technologies comme Podman, on peut en rediscuter après. runC, c'est vraiment la base. C'est la librairie que tout le monde sollicite pour exécuter les commandes directement sur le kernel. Ensuite, on a containerd. Containerd, lui, comme je disais, c'est vraiment le superviseur des conteneurs qui tournent sur votre machine. Containerd a été mis en open source, si je ne me trompe pas. Containerd est en open source normalement, si je ne me trompe pas.
Bon, je crois que c'était d'abord un produit qui était à l'intérieur de Docker Daemon, pardon, Docker Daemon, et ensuite qui a été, on va dire, rétrocédé à la communauté. Donc, enfin, Docker a continué d'évoluer, hein. Aujourd'hui, Docker continue de mettre à jour sa CLI, mais Containerd, lui, fait partie de la communauté open source. Euh, Docker Daemon, donc, c'est vraiment le gestionnaire d'objets. Il faut le voir comme une surcouche, comme un wrapper de toutes les méthodes écrites et disponibles sur la CLI de Docker. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie-là? Justin disait, est-ce qu'avec les C-groupes, on peut voir chaque application définir des limitations? On peut, pour chaque application, définir des limites de ressources. En gros, est-ce qu'on peut... Que peut-on mettre dans le terme processus? OK. Qu'est-ce qu'on peut mettre dans le terme processus déjà? Donc, ce qu'on peut mettre dans le terme processus, c'est ça. Ce qu'on peut mettre dans le terme processus, c'est ça. Là, je viens de faire une commande qui liste tous les process qui sont en cours sur ma machine. Donc, ce sont des processus qui tournent sur ma machine. Alors, chaque ligne n'est pas forcément un process unique. Donc, ça, il faut le noter. Chaque ligne n'est pas forcément un process unique. Mais ici, dans cette liste, on peut voir, par exemple, le conteneur que j'ai lancé. Je vais faire... Donc, quand je disais que les conteneurs, c'est vraiment des process qui sont exécutés sur votre machine, on peut voir ça ici. Donc, voilà. Donc, ça, tac, tac, tac. Est-ce qu'il est où? Il est où? Il est où? Il est où? Je crois que c'est le port. Voilà. Donc, ici, sur ces deux lignes-là, on a les process qui sont liés. On a les process qui sont liés au jeu que j'ai lancé. Ça, ce sont les processus qui sont liés au jeu que j'ai lancé. Maintenant, est-ce qu'on peut définir des C-groupes pour chaque application? Je dirais quasiment oui. Je peux définir des process enfin, des C-groupes pour chaque processus. Maintenant, si tu les définis en rajoutant directement ton, ça va être plus compliqué de le faire si tu veux rajouter des C-groupes directement dans le fichier que je vous ai montré. Dans le répertoire que je vous ai montré, donc, je fais fs cgroup ls. Donc ici, je peux effectivement setter des cgroupes ici. Mais l'idéal pour le faire, en fait, c'est de créer des c'est de créer des services du point de vue, machine. Donc, de les créer avec la commande systemd. Donc ça se fait dans le répertoire, dans ce répertoire-là. Et donc ici, je peux setter tout ce que je veux comme limitation sur un service. Qu'est-ce que je peux prendre d'intéressant ici? Je suis en train de jeter un coup d'œil. Qu'est-ce que je peux prendre comme exemple? SST. Non. Non. J'ai pas moi lancé de process ici, mais en gros, dans le répertoire systemd, tu as tous les processus qui sont, en tout cas, tout ce qui est lancé en service grâce à systemd. Et c'est quasiment, enfin, je dirais, c'est mieux de les lancer, enfin, de définir c'est mieux de définir tes C-groupes en passant par systemd. Je crois que je ne l'ai pas installé, moi, sur cette VM-là. Donc, je ne l'ai pas installé sur cette VM, mais c'est mieux de définir tes C-groupes en passant par systemd. Maintenant, tu peux définir bien de C-groupes de façon différente. Tu peux te référer à autre chose aussi pour pouvoir définir tes C-groupes. Je ne sais pas si j'ai répondu correctement à tes inquiétudes, mais quasiment tout est contrôlable. Tu peux créer tes propres C-groupes, rajouter les limitations que tu veux. Tu peux, tu peux rajouter directement aussi, aller récupérer le PID de ton processus. En gros, le PID, c'est ce truc-là. Donc, aller récupérer le PID de ton processus et dans les définitions de ton C-group, dire
en fait, c'est ce processus-là, avec ce PID. Par contre, si le process s'arrête et qu'il redémarre après, peut-être que le PID a changé ou des trucs comme ça. Donc, il faut le faire de façon plutôt intelligente si tu veux que ça reste. Ok, ok, ok. On continue, du coup. Ok. Au niveau de l'architecture Docker, je ne sais pas s'il y a une layer il y a une layer qui est bien comprise ou il y a une layer qui est moins bien comprise. On peut encore s'attarder dessus. Bon, on a fait quasiment 1 heure. Je crois que j'ai parlé sur les 1 heure en tout et pour tout, 10 à 15 minutes de Docker. Bon, je sais que c'est pas le titre de la présentation, c'était plutôt Docker, mais pour moi, l'idée, c'est vraiment de revenir sur les notions de base de la containerisation, qui sont finalement des notions très Linux, on va dire. Je dis Linux depuis parce que de base, les conteneurs sont des fonctionnalités du kernel Linux. Après, vous pouvez utiliser Docker sur Windows, vous pouvez utiliser Docker sur macOS via des contournements. Mais ça n'enlève en rien que ce sont des conteneurs qui fonctionnent comme les autres, comme sur Linux. Ok, on va poursuivre vers la fin. Donc, le Dockerfile. Bon, maintenant, on rentre vraiment dans des notions Docker. Donc, je disais que le but de Docker, c'était de vulgariser l'utilisation des conteneurs Linux. Euh, donc, lorsque vous installez votre VM, vous avez besoin d'aller récupérer un ISO qui pèse généralement entre 2, 3, 4, 5 gigas des fois pour installer votre VM. Donc, pareil, pour les conteneurs, vous avez besoin d'une image sur laquelle vous basez. Donc, l'image ou la recette de création de l'image est un standard OCI, donc pour Open Container Initiative, qui, elle, définit les termes clés à utiliser pour créer une image. Donc, lorsque vous voulez créer une image qui va être réutilisée pour votre application, vous avez bien des façons de la créer, mais les mots-clés pour définir cette image-là ne changent pas beaucoup, c'est-à-dire ne changent pas du tout. Vous avez les mots-clés from, or, dire, copy ou run, qui, eux, sont des éléments standards, qui sont publiés par un standard. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que les images ont certaines caractéristiques qui sont plutôt intéressantes. C'est que, d'abord, une image qui est construite, elle est immuable. C'est comme un ISO, dès qu'il est construit, c'est quasiment impossible de le modifier. Quoique l'image Docker, c'est encore un peu plus, enfin, je dirais, c'est encore un peu plus immuable. Donc, une fois que l'image elle est construite, vous pouvez la lancer sur quasiment tous les systèmes, que ce soit sur Windows, que ce soit sur Linux ou que ce soit sur macOS ou sur toute autre chose, sur n'importe quel type d'OS, vous pouvez lancer votre image Docker avec juste une seule commande, sans vous soucier de est-ce que l'hyperviseur est compatible ou est-ce que ceci est compatible et tout ça. Enfin, à la grande différence qu'il va avoir peut-être un point qui va être votre jeu d'instruction CPU, mais ça, c'est vraiment des cas spécifiques. Maintenant, l'image, elle est versionnable et depuis la création de Docker, on a vu émerger des hubs, c'est-à-dire des registres pour stocker les images qui sont construites. Donc, tout le monde construit son image, la publie sur un registre et lorsque vous avez besoin d'utiliser votre image, vous allez la récupérer pour l'utiliser. Ça s'appelle des registries Docker. Sur la recette de création d'une image, moi, j'aimerais pas trop m'attarder. Je sais pas. Après, on peut faire un petit TP dessus, mais on a quand même du temps. On peut faire un petit TP si vous êtes intéressé. Ce qu'il faut retenir ici pour moi, c'est la création d'une image, c'est quasiment un truc qui est vu et revu. Vous pouvez créer des images de différents types, hein. Vous pouvez créer des images pour vos applications. Vous pouvez créer des images pour vos serveurs Nginx, pour votre base de données, en y mettant ce que vous voulez. Mais c'est quasiment un truc qui est plutôt simple.
Ok, il y a une question. Étant donné que Docker est préconfiguré par Linux, je pense que dans votre dernier slide, sans passer par le noyau Linux. Euh, j'ai envie de répondre oui. Enfin, Docker, c'est pas un noyau. Enfin, après, je ne sais pas ce qu'on appelle noyau Linux. J'ai envie de répondre oui à Humbert. Pardon si j'écorche un peu le nom. J'ai envie de répondre oui. En gros, l'idée, c'est que pour créer un conteneur, on peut ne pas utiliser Docker. On peut ne pas utiliser Docker. On va faire ça, je pense, vers la fin. On peut ne pas, à un moment donné, appeler la commande Docker. Donc, on le crée sans passer par Docker. Maintenant, est-ce que c'est simple à faire? Non, c'est pas simple. Donc, Docker arrive comme un vulgarisateur de toutes ces commandes-là, c'est-à-dire charger le système de fichiers, créer les namespaces, créer les C-groupes équivalents. Docker arrive en fait pour résoudre cette complexité et pouvoir lancer le conteneur. Donc, effectivement, ce qu'on peut appeler noyau Docker, hein, si je comprends bien, ce qu'on peut appeler noyau Docker, ça va être le Docker daemon, donc Docker D, et le conteneur D. Sachant que Runc aujourd'hui ne fait pas partie de Docker. Donc, ce qu'on peut appeler Docker, noyau Docker aujourd'hui, par abus de langage peut-être, c'est Docker D et conteneur D. Ensuite, Runc, comme je disais, ça c'est out. Et la CLI de Docker, c'est vraiment un outil pour interroger en mode ligne de commande ou en mode REST votre, votre Docker D. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Humbert. Je pense. Bon, si c'est moins clair, on peut revenir dessus, hein. Moi, il nous reste juste 2 slides. OK. Donc, pour la suite, bon, le cycle de vie basique de Docker, c'est je construis mon image avec la commande Docker build, je pousse mon image sur une registry, bon, notamment Docker Hub, et ensuite je récupère mon image pour l'exécuter. On peut faire le cycle, mais en gros, dans les étapes à suivre, c'est je construis mon image, je publie mon image et j'exécute mon image. Là où ça vous facilite la vie en termes applicatifs, c'est que vous avez vraiment plus à vous soucier de est-ce que les librairies nécessaires pour utiliser mon application sont installées sur la machine. En fait, vous compactez tout dans l'image que vous voulez déployer, donc dans l'image de votre application. Ça devient l'image de votre application. Et vous publiez cette image-là sur une registry. Ensuite, vous la récupérez. Lorsque le moment est venu de la lancer, vous la récupérez et vous lancez directement votre image, sans vous soucier aussi de la machine sur laquelle vous voulez l'exécuter. Donc, ça tournera parce que votre application ou votre image est shippée directement avec les, euh, toutes les dépendances dont elle a besoin. Voilà. Euh, on va revenir sur la partie création d'une image. Enfin, pas création d'une image, mais d'abord création du conteneur sans passer par la commande Docker. Ça, je pense que c'est important. Euh, donc ici, donc la question de Humbert, c'était de savoir si on pouvait directement créer euh, une image, pardon, un conteneur sans passer par l'image, par Docker, pardon. Et l'idée, c'est de dérouler quelque chose qui va dans ce sens-là. Bon. Euh, donc, on va utiliser Runc. Donc, si vous vous souvenez dans la présentation, je disais tantôt que Runc permet d'exécuter les commandes bas niveau directement sur le kernel pour créer le C-group et les namespaces. Donc, on va utiliser Runc pour ce faire. Donc, je vais faire Runc spec.
Donc, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va me générer un fichier config.json. On va voir ce qu'il y a dans ce fichier-là. Et donc, dans ce fichier, on a pas mal d'informations. Et la partie la plus intéressante, de ce fichier, mis à part les parties mount et tout ça, c'est cette partie-là qui définit les namespaces en fait qui sont en jeu ici. Et aussi, c'est dans ce fichier qu'on va pouvoir définir par exemple des C-groupes. Et donc l'idée, c'est de dire, OK, sans passer par la commande Docker, j'ai un système de fichiers que bon, j'avais préalablement mis en place dans le rootfs. Donc sans passer par tout ce qui est commande Docker, je vais pouvoir lancer un conteneur. Je vais pouvoir lancer un conteneur qui ne va pas utiliser sans utiliser la commande Docker. Et là, boum, en fait, je suis dans un autre système de fichiers complètement. Je suis dans un environnement qui est décorrélé de ce que j'avais avant. Est-ce que j'ai la commande US? Non, j'ai pas. Ok, BusyBox, c'est quoi? C'est PS. Tout court. Et donc là, ce qu'on peut voir, je suis dans un nouveau conteneur hein, parce que entre ici et entre la commande qui est exécutée et ce que j'avais précédemment, il n'y a pas grand-chose qui s'apparente. On voit aussi pour les process que ici, j'ai juste quelques process qui sont lancés par rapport à la machine où j'étais. Et je n'ai pas utilisé la commande Docker. Donc, Docker, finalement, il intervient pour wrapper tous les éléments qui sont nécessaires à la création. Et aussi, on sera d'ailleurs avec moi que venir modifier ce fichier-là pour setter les C-groupes dont vous avez besoin, c'est quand même un peu relou. Donc, derrière, ce qui se passe, c'est qu'avec la commande Docker, donc si je sors du conteneur, avec la commande Docker run, qui permet de lancer un conteneur, j'ai la possibilité de setter directement tous les paramètres dont j'ai besoin pour limiter la consommation de mémoire ou pour fixer les quotas CPU et ainsi de suite. C'est vraiment ça l'atout de Docker, c'est de pouvoir fournir une CLI qui me permet d'interroger ou de créer des conteneurs très rapidement. Donc, comme Docker, hein, il y a bien d'autres systèmes, il y a Podman aussi qui fait ça très bien ou aussi la possibilité de pouvoir construire les images, parce que la commande pour construire une image, c'est Docker build, et c'est aussi la CLI de Docker qui me permet de faire ça très rapidement. Donc, il n'y a pas que le lancement, il y a aussi la construction de l'image, et il y a aussi la récupération et le lancement de cette image-là, qui passe par d'autres commandes. D'accord? Des questions? Bon, ok. On va prendre un petit moment pour faire quoi? Docker image. Bon, les images Docker. On va faire un truc que je n'avais pas prévu. Image PHP Docker. On va voir un peu comment se dissèque, comment se construit une image Docker pour PHP. Bien de personnes connaissent mon aversion pour ce langage, qui est soit du top, soit magnifique, hein, mais on va essayer je vais essayer de récupérer la construction d'une image Docker PHP pour PHP. Donc en gros, c'est une application que vous avez développée et dont vous voulez containeriser le tout. Donc qu'est-ce qui est nécessaire? Bon, on va aller faire le truc. Donc ça, c'était pas prévu dans la présentation, mais je pense que j'ai fini un peu en avance. Enfin, j'ai encore un peu de temps et je vois pas trop de questions, donc je me lance dessus. Est-ce que je trouve? Même les ressources à trouver sont difficiles. Ah, il y a un bon tuto. Je ne sais pas si il y a une charte à respecter. Bon, je ne sais pas s'il expose la charte, hein, mais... Ok.
On va prendre ça. Et voilà. Donc, on va construire une image. Donc, comme je disais, pour construire une image, il faut partir de quelque part. Bon, pour les ISO, c'est quasiment pareil, mais pour construire une image, il faut partir d'une source. Donc, ça s'appelle from dans la, donc, dans le standard, ça s'appelle la base, image base. Et donc, le mot-clé pour aller chercher cette image, c'est from. Et from, on peut préciser tout ce qu'on veut comme image. Il y a plusieurs types. Déjà, je vais sauvegarder ce fichier-là. Comme ça, j'aurai la complétion. Donc, le but, c'est de partir d'une base PHP. Donc, vous n'avez pas besoin de réinstaller tout ce qui est librairie PHP. Donc, vous pouvez partir d'une image base Ubuntu. Il y a des images comme ça. Je vous déconseille parce que ça pèse vraiment trop. Le but, c'est de partir de quelque chose de très petit pour que votre image soit la plus petite possible. Donc, vous pouvez partir d'une PHP 7, par exemple, Alpine pour les versions les plus légères et rajouter toutes les applications ou, euh, ou rajouter tout ce dont vous avez besoin. Moi, ce que je vais faire là dans ce TP, c'est de dire, OK, je pars d'une image PHP, je vais rajouter un serveur comme Apache. Ouais, je vais rajouter un serveur comme Apache. Et après, je vais shipper l'application. C'est tout. Donc, je crois sur Alpine, est-ce que c'est APK? Donc, Alpine, APT, plutôt APK, oui, c'est APK. Donc, le mot-clé pour APK, c'est le mot-clé pour Apache, c'est quoi? Est-ce que quelqu'un l'a? Non, c'est. Bon, je vais utiliser Nginx. J'ai pas le mot-clé APK Nginx. Et là, je vais tester. Donc, pour tester, j'ai mon Dockerfile déjà. Donc, je disais que la commande pour tester, en fait, la commande pour tester, c'est pour construire son image, c'est Docker build. Donc, je vais faire ceci, ls, et je vais faire un Docker build, Dockerfile. J'étais censé trouver quelque chose là. Ce fichier, il est où? Super. Où est-ce que je l'ai sauvegardé ce fichier? ls. Pourquoi il apparaît pas? Ah, ok. Donc, Docker build, Dockerfile. Ok, donc là, j'ai lancé mon Docker build. Et donc, ce qui se passe dans un premier temps, c'est qu'il va chercher donc l'image, donc la base donc, qu'on a fixée, donc qui est PHP 7.3. Et donc, il télécharge cette base-là. Donc, il télécharge cette base qui en fait une layer. On n'a pas parlé du système de fichiers pour la construction des images. Ça, c'est fait sciemment parce que je pense qu'il y a beaucoup et beaucoup de documentation là-dessus. Et derrière, là, il a échoué au niveau de APK. Donc, APK, effectivement, j'ai pas mis le mot-clé install peut-être. J'ai mis juste, j'ai mis Nginx, juste, ça c'est APK install, hein, si je ne me trompe pas. Et là, je vais essayer de reconstruire mon image. On va voir si ça marche. Ah, CTRL S.
Non, c'est quoi le mot-clé pour APK? My bad. Bon, ça, c'est add plutôt. Add. Donc, on reste dessus. Donc, l'idée, c'est de construire une petite image. Et donc là, ce qu'on peut voir, si je fais docker image ls, ce qu'on peut voir, c'est que je viens de construire une image. Il y a pas... non, là, il ne met plus le noter. Donc, je vais décider de nommer mon image quand même, pour la retrouver facilement. Appeler my first image. OK. Et donc là, en fait, ce que je viens de dire à Docker, c'est de me construire une image avec le tag myFirstImage. Donc, mon image va s'appeler myFirstImage, c'est tout. Et là, dans la liste, je dois avoir myFirstImage .les-test. Donc, ce qui correspond en fait à une image que je viens de construire dans quelques minutes. Et là, c'est la présentation de Dockerfile. Bon, là, on a fait un Dockerfile qui est plutôt très, très light, hein. Et mon image pèse, en l'occurrence, ici, 34 mégas. Donc, on est bien loin quand même des ISO qui pèsent des gigas. Et ça, je peux relancer mon image que je viens de construire, par exemple. Donc, je peux faire docker run et préciser my first image latest. Et là, je pense que j'ai pas mis le mot-clé "-d". Et là, en fait, j'ai une image que je viens de builder et relancer directement. Donc, c'est assez, mais bon, qui a craché. Mais bon, voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions, sinon, pour moi, on est arrivé quasiment au bout de cette petite introduction-là sur les Docker, sur les conteneurs. Bon, la conclusion, c'est quand même que euh, Docker a résolu, enfin, Docker et les conteneurs ont résolu des grosses problématiques de packaging et de déploiement applicatif. Je vous encourage à aller plus en profondeur, en tout cas, parce que ici, ce qu'on a pu voir sur les 1 heure, c'est vraiment un parti pris de montrer un peu les fonctionnalités sous-jacentes. Mais derrière, c'est de voir un peu plus avec les commandes Docker. Il peut y avoir un autre atelier qui est proposé dessus aussi, hein, si vous voulez. Il peut y avoir un autre talk qui est proposé dessus. Mais l'idée, c'était de voir un peu la constitution même des conteneurs. Le packaging applicatif, donc c'est une problématique que Docker a résolue. Aujourd'hui, c'est devenu un standard dans l'industrie. Et derrière, les prochaines étapes, c'est l'orchestration. Bon, on a pu voir ici que je pouvais lancer un conteneur, que le conteneur tournait correctement. Mais qu'est-ce qui se passe quand je lance 100, 200 conteneurs? Ça, c'est une autre problématique qui est résolue par l'orchestration et un outil peut-être dont vous avez peut-être entendu parler qui s'appelle Kubernetes. Donc voilà, merci d'avoir été si attentif. Euh, Normalement, on a encore 15 à 10 minutes si vous avez des questions. Euh, J'y répondrai avec plaisir. Hum, alors, ok, merci beaucoup vraiment pour cette présentation. C'était quand même assez instructif. J'avoue que personnellement, je ne m'y attendais pas. Je pensais voir une fois de plus une présentation qui parle de Docker, comment installer Docker, c'est quoi la ligne pour créer des volumes, comment créer des réseaux. Mais là, on est parti vraiment dans le cœur de la containerisation. Et personnellement, j'en suis vraiment satisfait. Et je pense qu'il en est vraiment de même pour le reste des personnes qui sont restées avec nous tout le long de cette présentation. Donc, comme il a dit, s'il y a des questions, vous pouvez les poser. Vous pouvez utiliser l'option de questions-réponses
Donc, proposer directement les questions là-bas, ces questions lui seront transférées et il pourra répondre directement. Donc, voilà, vous avez normalement la possibilité de le faire dès maintenant. En tout cas, merci pour l'opportunité, en tout cas, de faire ce premier talk de la communauté. Euh, En attendant d'éventuelles questions, euh, en attendant d'éventuelles questions, tac, 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 tac. En tout cas, j'espère, hein, j'espère que le public a pas été trop déçu par ce parti pris. J'ai beaucoup hésité, mais je pensais que l'idéal serait quand même de revenir sur ces notions-là. Euh, il y a des questions. Alors, de nous avons une question de la part de Justin qui dit: «Pouvons-nous avoir des conflits et comment, les régler, les contourner?» Alors, pouvons-nous avoir des conflits? Conflits entre quoi? Pouvons-nous avoir des conflits? Euh, ok, est-ce qu'on peut avoir des conflits? L'idée, c'est de ne pas avoir de conflits, justement. Euh, bon, je vais répondre à la façon dont j'ai compris ta question. Est-ce qu'on peut avoir des conflits entre deux conteneurs? Les conflits qu'on peut avoir ne vont pas être au niveau exécution du processus lui-même, mais ça va être au niveau disponibilité de la ressource. Parce que finalement, entre deux conteneurs, tout ce qu'ils partagent, c'est les ressources. Tout ce qu'ils partagent sur ton OS, c'est les ressources. Donc, effectivement, le conflit va rentrer en jeu lorsque tu as deux processus qui ne sont pas si importants, on va dire, et qui rentrent ou qui parasitent un autre processus qui est lui plus important. À supposer que j'ai une base de données et deux applications. Donc, une application qui récupère les requêtes chez les utilisateurs et une autre application, par exemple, qui fait du reporting. Donc, si l'application qui fait du reporting ne sert pas à grand-chose, elle peut quand même consommer énormément. Et lorsque tu vas avoir beaucoup de requêtes, bah, peut-être que tu veux ne pas faire du reporting et consacrer toute la ressource qui est disponible à ton application qui récupère les requêtes. Donc, lorsque l'application qui fait du reporting va commencer par trop consommer, tu vas voir que sur ton application qui récupère les requêtes, tu as moins de performance. Par exemple, tu arrives à délivrer moins de requêtes. Et là, c'est un peu du parasitage. Donc, bon, je considère que c'est quand même un conflit, et ça qui est réglé par la partie orchestration. Maintenant, ou aussi par la partie C-group, hein. Une fois que les C-groupes sont bien définis, ça c'est aussi un truc qui peut être évitable. Une fois que les mines et maximum sont bien setés, c'est évitable, mais ça reste quand même un conflit. Après, dans l'exécution des process en eux-mêmes, il n'y a quasiment pas de conflit. Après, il peut avoir aussi des attaques malicieuses, c'est-à-dire que tu peux avoir un conteneur qui est quelqu'un qui est dans ce conteneur, qui lui va décider d'accéder à ton système de fichiers de façon malicieuse. Ça, c'est autre chose. Ça peut être un conflit parce que la personne qui est dans le process isolé veut accéder à ta machine ou veut accéder à ton système de fichiers host. Donc ça, c'est un autre sujet qui concerne la sécurisation des conteneurs aussi. Voilà.
de- Ok, ok. S'il n'y a plus de questions, en tout cas, merci beaucoup. S'il n'y a plus de questions, peut-être qu'on va s'arrêter là. Ok, merci vraiment encore une fois, merci pour ton temps, Drummond. Merci pour cette présentation. Comme je le disais il y a quelques instants, moi j'ai quand même appris beaucoup de choses, assez techniques surtout. Donc, j'espère qu'il en est de même pour les autres. Et il y a une autre question de la part de Mbakumena qui disait: Merci beaucoup pour la présentation, ça a été très instructif. Un TP serait un plus pour des prochaines rencontres. Oui, bien évidemment, il y aura de nouvelles rencontres. En tout cas, on espère qu'on aura encore cette occasion d'avoir Drummond avec nous, si son temps le permet, pour proposer un TP, on va dire interactif, pour vraiment mettre en pratique cette présentation du début jusqu'à la fin. Et surtout espérer qu'à la fin donc, de ce TP-là, que les uns et les autres puissent réellement savoir comment mettre en pratique les notions de conteneur et aller au-delà donc de Docker, parce que la containerisation, ce n'est pas que Docker. C'est vrai que c'est Docker qui a vraiment vulgarisé ce terme, mais après, ça ne se limite pas qu'à Docker. Donc, on verra quand même avec sa disponibilité et dès que possible, on programmera cela. Ouais, je pense que il y a le groupe WhatsApp. Donc, peut-être qu'on lancera un petit sondage et puis on verra. On verra en fonction de ça. Ok. Bon, normalement, on a l'habitude de prendre des gens dépourvus et je vois Mike qui est là. Je pense, si j'ai bonne mémoire, Mike, c'est le premier cubestronaute du Togo. Je pense que c'est le premier cubestronaute du Togo. Je sais pas. Normalement, il doit avoir forcément quelque chose à dire. Du coup, je vais lui passer un mot présentateur, voir s'il peut nous faire un coucou, nous dire quelque chose. Bon, Honnêtement, étant donné que c'est lui qui devrait faire le prochain truc sur Cube. laisse, Et qui devrait être le prochain. on n'a pas encore eu la chance de l'avoir, mais je pense que ça ne saurait tarder. Donc, bref, je Honnêtement, pense. Let me send him a little message. ok. Bon, ah d'accord. Je crois qu'il est là. Bon, normalement, tu as la possibilité de faire la présentation. Donc, tu as ton micro. Tu peux activer le micro au besoin et parler si tu as un truc à partager à Mike. Okay, still not with us. So, Michel, bon, il y a Michel aussi qui est là. Normalement, Michel, c'est aussi le co-organisateur de la CNCG de Lomé. Donc, si tu as un truc à dire, vas-y, on est là, on écoute. Ou sinon, on va remercier les personnes qui nous ont accordé leur temps et nous allons nous séparer, puisque on n'a que 2 minutes encore. Oui, oui. Bonsoir à tous. Merci pour la présentation, Drummond. De mon côté, j'étais un peu en retard, donc j'ai pas pu tout suivre. C'était assez technique quand même. Ma question concerne beaucoup plus le build au niveau du Dockerfile. Comment est-ce que on peut mieux gérer le cache? Ou dans quel cas doit-on utiliser les multi-stage pour la construction de nos images Docker? C'est une grosse question, hein. Je pense que on va pas avoir le temps de répondre à ces points. Mais en gros, le cache, c'est une notion très intéressante pour le build sur Docker. Maintenant, moi, ce que j'ai envie de dire concernant le cache, c'est que déjà, lors du build, ce qu'il faut noter et différencier, c'est les builds en environnement industriel par rapport aux builds en environnement local. Vous avez construit votre image,
vous voulez la builder, je vous conseille de la builder de façon très simple, sans trop solliciter, sans trop vous demander est-ce que je tape dans du cache ou pas. Vous n'avez pas vraiment d'exigence de ce point de vue-là. Donc, l'idée, c'est quand même c'est de builder très rapidement, mais ne vous souciez pas trop du cache quand vous êtes en local. Maintenant, quand vous travaillez sur un serveur où vous êtes dans une usine de développement avec des standards élevés, c'est-à-dire qu'il faut que le build s'effectue quand même très rapidement, il faut mettre en place des dispositifs de cache de layer. Donc ça passe par des répertoires cachés ou par des optimisations au niveau de votre modèle de construction d'image qui appartient plus au domaine de la pipeline CI/CD. Donc, moi, j'ai ces deux notions que je différencie. Des fois, il faut faire attention aussi au cache parce que lorsque vous modifiez des instructions, là, on va rentrer dans un truc technique. Lorsque vous modifiez des choses dans votre image, bah, en fait, des fois, l'image considère que, enfin, le moteur de build considère qu'il n'y a pas eu de changement et donc n'effectue pas les changements sur l'image. Donc, en local, il faut faire très attention avec le cache. C'est assez critique, mais ne pas trop s'en soucier. Moi, c'est le conseil que je donnerais. Plutôt, lorsque vous êtes dans un environnement technique ou industriel, hein, donc vous travaillez pour le boulot, il faut s'intéresser à ces notions parce que ça peut quand même accélérer votre build. Ça, c'est la première question. Et je pense que la deuxième question, euh, c'était sur la sécurisation, non, Michel, de la construction de l'image. Non, c'était beaucoup plus sur le cache et l'utilisation du multistage. Pardon. Voilà, ok. L'utilisation du multistage maintenant. Le multistage, c'est quand même un truc très, très intéressant parce que ça permet d'optimiser le build de votre image et donc et aussi de rajouter plusieurs composants dans votre image. À supposer que, en fait, dans votre image, vous voulez faire un gros tout vous avez construit votre image, votre application a besoin d'un serveur Nginx pour tourner, mais votre application est écrite, par exemple, en JavaScript ou en Vue. Et derrière, vous avez besoin de l'exposer via un serveur web. Plutôt que de setuper un serveur web sur la machine, vous pouvez directement incorporer dans votre image le serveur Nginx, donc le serveur web. Et le but, c'est d'utiliser le multistage pour y arriver. Donc, de façon simple, c'est à peu près ça. Mais aussi, le multistage, il faut pouvoir le faire de façon très intelligente. Et le multistage, il y a plusieurs techniques. Et ça, en soi, ça peut être le sujet d'un talk en entier, parce que tant le sujet est long et intéressant. Mais en résumé, c'est ça. Donc, le multistage, c'est aussi intéressant. Euh, Moi, je vous encourage à vous y intéresser, surtout pour la construction de vos images. Ça peut réduire la complexité d'un système qui, euh, qui au demeurant, a été plutôt complexe. Voilà. Ok, merci beaucoup Drumeau. Vivement une autre présentation là-dessus. Bon, alors là, je vais donner la parole à Denis pour le mot de fin. Voilà, donc merci beaucoup encore une fois vraiment pour cette présentation. Merci à vous tous qui êtes là. Merci de nous avoir accordé votre temps. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine présentation. Donc, on verra en tout cas si il faut switcher, enfin s'il faut continuer avec une session sur un TP, c'est-à-dire un truc purement technique avec la containerisation, Docker ou un autre outil, je ne sais pas encore trop. On verra selon la disponibilité de Drummond. Ou si il faut attaquer directement l'orchestration de conteneurs, donc parler de Kubernetes 101. Donc en tout cas, on verra bien. Rester connecté sur les différents réseaux que nous avons, notamment LinkedIn. Et vous serez très bientôt mis au courant sur la suite de ce que nous allons faire. Donc, merci une fois encore à vous et passez une excellente fin de soirée et bonne suite de week-end à vous. Merci.